Bonjour, bienvenue à cette formation pour le guide des élus. Ça nous fait vraiment plaisir au réseau des URLS de vous présenter ce beau projet-là, qui est un projet qui est issu en fait de plusieurs URLS qui ont senti le besoin d'apporter du contenu et d'apporter des arguments aux élus en loisirs sur pourquoi c'est important d'investir en loisirs dans les municipalités. Donc, le but, en fait, c'est de vous outiller, que vous sentiez que vous avez un pouvoir de changer les choses. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter. Non seulement, en fait, on a rédigé un site web avec Loisirs et Sport Outaouais, Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue et le Conseil Sport et Loisirs de l'Estrie qui vous ont concocté tout un contenu pour vous aider à vous familiariser avec les concepts du loisir. Pour dynamiser les choses, on fait aussi dans chacune des régions des événements de réseautage pour les élus municipaux. Et bien sûr, on vous présente des contenus de formation comme ce soir. On a 11 formations au courant de la prochaine année. La première était la semaine dernière. On l'a enregistrée, elle sera disponible bientôt sur le site web. Et bien sûr, dans ce magnifique site, on vous parle de l'importance des partenariats et on fait pas exception. Donc, dans ce dossier, on a fait des partenariats, entre autres avec l'Union des municipalités du Québec, le Réseau d'action bénévole du Québec, l'Association des camps, ainsi que l'AQLM, donc l'Association québécoise du loisir municipal, qui nous a aidés à réviser le contenu puis à promouvoir les formations de ce soir. Donc, je passe la parole tout de suite à Normand Veillette, qui sera notre formateur ce soir, qui vient du Loisirs et Sport Outaouais. Donc, à toi, Normand. Merci beaucoup. Belle introduction, Madame Lemay. Je me présente, Normand Veillette. Je suis un agent de développement d'une unité régionale en sport et loisirs de la plus belle région du Québec. On peut être chauvin, on pense à l'Outaouais. D'ailleurs, je vous invite fortement à penser pour vos vacances, à venir par chez nous, puisqu'on a probablement les plus belles pistes cyclables. On a aussi dans les meilleurs restaurants et j'invite les gens à pas juste visiter Gatineau, Ottawa, qui est vraiment la région de la capitale nationale, mais aller à Montebello, Wakefield, Maniwaki. L'Outaouais, c'est sensationnel au niveau de la nature et du plein air. Donc ça, c'était mon pitch de vente. Je vous présente l'unité régionale que nous sommes en Outaouais. Il faut comprendre que les unités régionales, c'est une créature de René Lévesque en 78. On a changé de nom, la plupart en 98, donc ça fait 25 ans. On est financé par le ministère de l'Éducation. C'est bien à savoir parce que les municipalités sont sous le ministère de l'Habitation et l'Occupation du territoire, le MAMACH. Nous, on est sous l'éducation parce que le loisir comme tel touche davantage aussi non seulement les municipalités, mais les milieux scolaires et associatifs. Quand on parle de milieu associatif, on parle de maisons de jeunes, maisons de la famille, comités de loisirs. Ce sont toutes des organisations qui œuvrent en satellite autour des municipalités et qui demandent des fois de l'argent aux municipalités, mais dont les municipalités peuvent se servir aussi de ces organisations-là pour demander de l'argent. C'est pour ça que je les nomme, c'est pour ça que je fais un peu cette introduction-là. Donc, c'est important que vous connaissiez l'écosystème municipal, les organisations qui tournent autour de vous autres, parce que ces partenaires-là peuvent devenir comme tels des gens qui peuvent aller chercher du financement pour vos projets, vos infrastructures, vos activités, vos événements. Donc, je partage mon PowerPoint. Je vais vous permettre à certaines sections de poser des questions. Ayez des commentaires, n'hésitez pas. Parler d'argent, c'est tabou au Québec. De façon de culture latine, judéo-chrétienne, on a tendance à pas vouloir parler d'argent. Pourtant, on devrait. Pourquoi? Parce que c'est le nerf de la guerre, comme je dis en introduction, pour les premiers qui sont arrivés. Les leviers financiers nous permettent, d'une part, de bâtir des projets d'infrastructure, de créer des événements, de partir des programmations d'activités. Et c'est important de connaître les sources de subventions, mais aussi de planifier aussi nos demandes de subventions. Donc, je partage mon contenu. On part en voyage, toute la gang, sur Air Loisirs Sport Outaouais. Je vais être votre pilote d'avion. Je vais faire quelques jokes plates. Vous pouvez les rire, vous pouvez pas les rire, ça me dérange pas. Mais je vais tenter de rendre ça intéressant. J'ai appelé cette formation-là tricotage financier. Pourquoi? Parce que, un peu comme le tricotage,
pour faire le tricot, ben c'est au début pas facile, mais un coup qu'on connaît la technique, on y est accro, OK, à trouver les sources de financement. Donc, les objectifs de la formation, on va apprendre ensemble, premièrement, à bien définir les enjeux puis des besoins. Parce qu'avant même de préparer le dépôt d'une demande financière, il y a des informations cruciales, importantes, qu'il faut valider et aller chercher pour préparer nos demandes de financement. Fait qu'on va voir ensemble sur une étude de cas comment bien aller chercher des données comportementales pour bâtir un argumentaire, être cohérent, concis et rigoureux pour après ça pouvoir compléter des demandes de financement. Après ça, on va voir comment on peut compléter des demandes de financement. Je vais vous présenter les principales subventions, le bottin des subventions du réseau des unités régionales. On va parler aussi du budget 2023 du gouvernement de M. Legault qui a été lancé la semaine passée. On va voir les subventions qui vont être à venir pour que vous puissiez mettre des projets dans votre garde-manger. Parce que souvent, oui, il y a des subventions qui reviennent à chaque année, les mêmes. Des fois, ils changent de nom. Mais vous allez voir qu'il y a des nouveaux programmes qui vont s'en venir puis que j'aimerais ça que vous puissiez vous préparer si ça peut combler comme tel, encore là, un enjeu ou un besoin. Puis, je vais vous montrer un document cadre aussi, comment aller chercher les informations dans un document cadre d'un exemple d'une demande de subvention. Fait que c'est à peu près ça qu'on va voir dans le prochain 90 minutes. Première étape, comment on peut bien définir les besoins, les enjeux et les problématiques? Parce que, à quelque part, si on dépose un projet d'infrastructure, un projet d'événement, un projet d'activité, bien, c'est à quelque part pour combler un besoin ou régler un enjeu et une problématique. Déjà là, si ça ne touche pas un de ces trois aspects, de ces trois aspects-là, vous perdez votre temps, puis le fonctionnaire à Québec va vous voir venir d'avance, puis il va dire, cette municipalité-là, cette organisation-là veut juste avoir du cash pour avoir du cash. Puis à partir de là, souvent, c'est un non. Fait que, puis vous êtes déçus, vous avez des attentes, vous êtes déçus, vous avez mis du temps quand même à compléter le formulaire. Fait qu'on va voir ensemble comment on peut bien définir les besoins, les problématiques et les enjeux. Pourquoi on va partir d'une étude de cas. Pourquoi une maison des jeunes ou une municipalité doit lancer un nouveau service ou une nouvelle activité? Ben, la première chose, ça peut être une commande politique. Ça peut être un conseil municipal qui lance ça à son service des loisirs. Ça peut être un conseil d'administration de nos BNL. Ça peut être aussi une municipalité comme telle qui a une commande des décideurs qui disent ben, on aimerait ça avoir tel projet. Ça peut être une commande aussi des utilisateurs, vos citoyens qui viennent demander justement des nouveaux services qui peuvent être des infrastructures, des projets, des événements puis des activités. Ça peut être une commande d'un organisme partenaire, un fournisseur de services, un fournisseur d'aire de jeu qui vient vous voir puis qui dit hey, un mur d'escalade, ça serait le fun dans votre parc municipal. Puis là, vous dites ah, ça serait peut-être une bonne idée. Ben, il y a une demande de subvention qui rouvre, ben, on va pouvoir déposer ce genre de projet-là. Ça va être poursuivre une tendance ou saisir une opportunité parce que le village voisin, il a mis un toit sur la patinoire, ça a l'air le fun, mais j'aimerais ça d'en avoir une pour la mienne. Puis souvent, l'humain, ben, étant paresseux, est un moine copiste, ben, il va vouloir imiter son voisin puis d'en avoir un plus gros. On appelle ça le principe du voisin gonflable. Puis dites-vous, si c'est fait entre voisins dans un même quartier, c'est la même problématique puis la même tendance au niveau entre municipalités, surtout en ruralité. Puis parce qu'une subvention vient d'être lancée, ben, on a le goût d'aller chercher de l'argent. Quand vous avez ces frissons-là qui parcourent votre corps, vous devez dire « Wow, j'ai des émotions, c'est pas rationnel, stop! Faut que je prenne un petit peu de recul, faut que je me pose des questions, que je valide des choses avant même de penser à lancer, à déposer un projet dans une subvention qui est ouverte. » On va partir d'une étude de cas. Puis souvent, je prends la même étude de cas que ce soit une organisation à but non lucratif ou une municipalité. Exemple, il y a une maison des jeunes qui aimerait avoir accès à un service de location de canots ou de planches à pagaie pour initier la clientèle adolescente de la municipalité au plein air. La maison des jeunes, elle vient vous voir. Municipalité, nos jeunes s'ennuient pendant l'été. Je pense qu'on aimerait ça. Je pense qu'ils seraient des grands utilisateurs comme tels d'un service de location, de planches à pagaie et de canots. On aimerait ça que vous partiez ça chez la municipalité. Puis la municipalité, en tant que municipalité, vous avez ce recul nécessaire et louable de dire, ben, sais-tu quoi en plus? En tant que municipalité, si on s'achète des canots puis des kayaks, on va pouvoir en faire bénéficier à notre service de camp de jour pendant les jours ouvrables estivales. Fait que c'est le fun parce qu'à quelque part, ben,
sur semaine de jour, le camp de jour l'utilise. Le soir de semaine puis les fins de semaine, ben, ça peut être la maison des jeunes ou les citoyens. En plus, tu te dis, hey, mais ça pourrait être un attrait touristique aussi. Ça pourrait même le récréotourisme ou des touristes qui pourraient en bénéficier le soir et les fins de semaine. Donc, sur le coup, sur la planche à dessin, on s'entend que c'est louable. On se dit, mon Dieu, mais où est-ce que je signe? Quand est-ce que je peux déposer ce beau projet-là? Il faut valider encore, ça compte-tu un besoin? Ça règle-tu un enjeu? Ou ça règle-tu des défis? Il y a quelques questions à poser pour bien définir un nouveau service, une nouvelle activité, un nouveau projet qu'on veut déposer. Le besoin, il vient de où? Quels sont les enjeux, les besoins et les problématiques? Est-ce que vous êtes capable de décrire en quelques mots ce projet-là, ce nouveau service ou cette nouvelle activité que vous allez mettre en place? Quels sont les principaux impacts bénéfiques sur les citoyens? Concrètement, ça va donner quoi, ce projet-là? Quelles sont les conditions gagnantes pour lancer ce service-là, cette infrastructure-là, cette nouvelle activité? Est-ce que vous avez pensé aux risques? Ah ben non, c'est vrai, on a juste pensé aux avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Est-ce que vous avez calculé la faisabilité technique au niveau des ressources humaines, puis des ressources financières puis matérielles pour la réalisation du projet? Parce que c'est louable de vouloir lancer quelque chose, mais souvent, on ne calcule pas, ça coûte combien, ça va prendre combien de personnes pour gérer ça, ça va être bénéfique sur qui, y a-t-il des risques, puis concrètement, ben, comme quoi, quel besoin puis quelle problématique? On va répondre. Ben, c'est quoi le projet? Ben, c'est un service de location de canots puis de planches à pagaie. C'est une demande de qui? Ben, c'est une demande de la Maison des Jeunes qui est venue voir votre municipalité. Ça va être quoi les impacts? Ben, ça va servir à initier les adolescents, les familles et les touristes à une nouvelle activité de plein air. Mais également, ça va être très utile pour animer la clientèle camp de jour afin de permettre d'encourager la pratique de l'activité physique. Donc, ça peut même être inscrit dans votre politique familiale. Là que tu commences à avoir les frissons positifs. Tu dis, OK, c'est inscrit même probablement dans une planification territoriale qui est la politique familiale. Ça va servir à combler l'enjeu suivant. Les adolescents s'ennuient après la fermeture de la Maison des Jeunes. Donc, on a nommé non seulement un besoin, mais un enjeu dans lequel ce projet-là pourrait régler cet enjeu-là, ce défi-là. Le service de location devra être situé près d'un cours d'eau navigable parce que ça pourrait être situé près d'une rivière où il y a des torrents puis des rapides puis que ça pourrait être pas possible. Donc, la condition gagnante, c'est qu'il y ait un cours d'eau navigable, sans pollution, mais également qui est près d'un noyau villageois. C'est près d'un service, où les services de proximité, où les jeunes du camp de jour puis de la Maison des Jeunes, ben, ils n'auront pas besoin d'utiliser l'automobile pour se rendre au service de location, mais ils vont pouvoir se rendre à proximité à pied ou par un service de transport. On va avoir besoin d'un accès à l'eau, d'un équipement, d'un bâtiment pour ranger les canaux, les planches à pagaie puis des vestes de sauvetage. Puis un employé devrait être présent du mercredi au dimanche, 5 jours par semaine, 14 semaines pendant une période de temps de 35 heures. Fait que ça, c'est la faisabilité technique au niveau des ressources humaines, au niveau de l'équipement, la faisabilité au niveau environnemental. Fait que là, ça nous donne un aperçu de, OK, si je me lance là-dedans, il faut que tout ça soit réalisé. Surtout, il faut qu'on ait toutes les conditions gagnantes pour pouvoir réaliser le projet. Fait que peut-être des fois, tu vas faire comme, je suis pas sûr, finalement. L'idée était bonne au départ, mais est-ce que je vraiment, en connaissant toutes les conditions gagnantes pour lancer le projet, ben, j'ai un intérêt encore. Si oui, on poursuit. Sinon, on fait comme, ben, c'est peut-être pas le meilleur projet. C'est un devoir d'une municipalité, d'une unité régionale de sport et de loisirs de s'assurer que le projet qu'on va mettre en place pour les citoyens va être sécuritaire. Des fois, on a tendance à couper les coins ronds, à être low budget. Moi, j'appelle ça à faire des projets bruns. Puis souvent, on coupe sur quoi? Sur la qualité de l'expérience puis la sécurité. Puis là, c'est là qu'arrivent des accidents où le service est peu utilisé parce que c'est trop brun. C'est trop low budget, c'est trop poche. Fait que tant qu'à lancer quelque chose, on le veut sécuritaire puis qui offre une qualité de l'expérience. Comme si c'était presque un service venant d'une compagnie privée. De s'assurer qu'on a le minimum d'informations pour faire une analyse réelle de la situation. Parce que c'est facile de compléter une demande de subvention sans prendre le recul nécessaire pour avoir le minimum d'informations pour prendre une décision rationnelle et cohérente. Fait que ça, c'est notre responsabilité en tant que promoteur, municipalité,
mais également en tant qu'organisme d'accompagnement en développement du sport et du loisir, tel qu'une unité régionale, de vous sensibiliser à ça. Là, vous allez voir, je vais toujours répéter des choses pour qu'on se comprenne bien. La Maison des jeunes a approché le service de loisirs de la municipalité pour ajouter un service de location nautique, puisque les adolescents s'ennuient pendant l'été lorsque la Maison des jeunes est fermée. Mais la réelle question à se poser, c'est-tu vraiment le bon service pour répondre à ce besoin-là? Puis comment le savez-vous que ce service-là est la solution ultime? Bien que sur papier, on a toutes les conditions gagnantes, ça sonne bien aux oreilles, ça s'inscrit dans notre politique familiale, comment on peut savoir que c'est le bon projet à déposer dans une demande de subvention? Dans ce temps-là, on détermine toujours 1 ou 2 enjeux pour les retirer comme tels, puis on émet des hypothèses. Pourquoi que les adolescents, après la fermeture de la maison de jeunes, s'ennuient? Mais pourquoi que les adolescents s'ennuient? On émet des hypothèses. Peut-être que l'offre de service en loisirs municipal n'est pas adaptée aux besoins des adolescents. Si vous regardez votre programmation municipale, vos infrastructures disponibles, vos événements, peut-être que vous allez voir qu'il y a un trou de service et que ça rejoint peut-être les enfants, les aînés, les adultes, mais ça ne rejoint pas les adolescents. Fait que finalement, c'est peut-être pas juste parce qu'il n'y a pas d'offre de location, d'embarcation nautique. C'est peut-être que votre programmation municipale n'est pas adaptée aux adolescents. Ou peut-être parce que les heures d'ouverture de la maison de jeunes sont trop courtes. Ça, c'est possible aussi. Fait que c'est toutes des choses à valider. OK? Comment qu'on valide ça? Ben, on va le voir plus tard par des groupes de discussion et des sondages. Le premier filtre que je vous ai préparé un tableau, vous allez avoir accès au PowerPoint, c'est que si vous n'avez pas les informations pour répondre aux questions qui sont dans le premier filtre, c'est que vous n'avez pas fait votre devoir. Si vous n'avez pas fait votre devoir, vous n'êtes pas prêt à continuer à répondre comme tel au questionnaire de votre demande de subvention parce que vous n'avez pas les bonnes informations. La première chose qu'on doit être capable, c'est de faire une description des principaux enjeux et des problématiques. Nous, on les a nommés en amont, ensemble, je vous ai les nommés, mais si vous, dans votre projet, vous n'êtes pas capable de répondre à ça, ça va déjà pas bien. C'est quoi le projet idéal pour répondre à ces enjeux-là, cette problématique-là? Comment pouvez-vous justifier que ce projet répond aux besoins du milieu? Qui va être le promoteur? La municipalité? La maison des jeunes? Est-ce qu'on crée une corporation nautique qui va être avec un conseil d'administration qui va avoir un élu observateur puis des citoyens bénévoles? L'école? C'est toutes des choses qu'il faut se poser. Qui est bon promoteur de ce projet-là? C'est pas à cause que la maison des jeunes va voir la municipalité que ce sont les 2 organismes qui peuvent être promoteurs. Il y en a peut-être d'autres. Quels seront les impacts du projet sur les citoyens et vos utilisateurs? Existe-t-il des services ou des activités similaires offertes par une organisation dans un rayon de 25 km²? Si la municipalité voisine à 10 km offre déjà un service de location nautique, allez pas y couper l'herbe sur le pied. Envoyez vos citoyens chercher les canots et les kayaks à la municipalité voisine. Vous avez quelqu'un déjà au privé qui a un camping et qui offre le service de location, c'est tout aussi bien d'y acheter des heures de location pour vos citoyens que de partir puis le compétitionner. Fait que c'est important d'aller voir. Puis vous allez voir que dans le formulaire des demandes de subvention, on va vous demander l'infrastructure, l'activité ou l'événement similaire le plus proche, il est situé où? Si situé à moins de 25 km², vous êtes en train de piler ses pieds à quelqu'un. C'est de l'argent public que vous êtes en train d'aller chercher. C'est pas une bonne idée. Trouvez d'autres choses à partir. Il y a plein de trous de service, n'hésitez pas. Partez autre chose. Fait que, déjà là, si on répond à ces questions-là, on peut passer aux prochaines étapes. Fait que ça, c'est le premier filtre. Je répète l'enjeu. Les adolescents s'ennuient dans la municipalité lorsque la maison de jeunes est fermée. La première chose, c'est qu'on définit une clientèle cible. L'ensemble des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, c'est pas une clientèle. En marketing, c'est la pire erreur. On définit une clientèle cible, ça peut être une clientèle primaire, puis on peut avoir une clientèle secondaire. Dans ce cas-là, la clientèle cible, ce sont des ados. Ils ont 12 à 17 ans. C'est des garçons et des filles. Ils ont, au niveau de revenus, ils ont peu de revenus, mais ils commencent à travailler quelques heures. À 14 ans, ils commencent à travailler. Moi, mon ado commence à être pas mal plus riche que son père. On va vous dire une affaire, là. Fait qu'ils ont de l'argent pour louer. Fait c'est les ados d'aujourd'hui, ils travaillent puis ils ont des sous. C'est quoi les informations comportementales? Comment on peut les rejoindre? Ben, ils sont axés sur les médias sociaux, ils sont axés sur les tendances, ils sont axés sur les jeux libres puis ils aiment être en groupe. Ben,
faire de la planche en pagaie puis du canot, c'est du jeu libre. Déjà là, ça répond à des tendances comportementales de notre clientèle cible. Ils aiment être en groupe, tu peux faire du canot puis de la planche à pagaie en groupe. Souvent, pour eux, l'activité va servir à sociabiliser puis à se prendre en photo pour mettre sur le Snapchat ou leur Instagram. Est-ce que le plein air permet de prendre des belles photos puis de faire vivre une expérience? Moi, je pense que oui. Fait qu'on commence déjà à toucher quelque chose qui répond aux besoins de la clientèle cible puis qui va pouvoir peut-être régler l'enjeu. Mais on va valider encore là. C'est-tu le cas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour valider si on est sur la bonne piste? Pour les adolescents, je vous conseille de faire un groupe de discussion, 8 à 12 jeunes, gros maximum. Pizza fournie, puis après ça, on sonde leur intérêt. On leur demande qu'est-ce que vous aimez présentement faire en loisirs, en sport, puis en culture dans votre municipalité. Qu'est-ce que vous aimez pas faire? Y a-t-il des choses que vous aimeriez faire, mais, mettons, patiner, mais la patinoire peut-être est délabrée. Ils vont vous le dire. Nous autres, on irait patiner, monsieur, mais écoute, les bandes sont toutes brisées. C'est vraiment focal. Fait qu'ils vont vous nommer ce qu'ils aiment moins. Puis là, vous allez leur demander, avez-vous des idées de projets pour bonifier la programmation, bonifier l'offre de services en infrastructure événementielle? Puis là, ils vont vous nommer des choses. Puis là, après ça, à la fin, tu peux soumettre une idée si elle n'a pas été soumise par les adolescents. Tu peux dire, hey, vous auriez un service de location de planche à pagaie puis de canot. Seriez-vous intéressé? Puis là, ils vont vous dire, hey, ouais, on n'a pas pensé à ça, ça serait fucking cool. Ils vont dire, pas en tout, c'est vraiment plat. Fait que ça, de ces 8 à 12 jeunes-là, vous allez, comme tel, leur demander à la fin, prioriser votre top 3 ou votre top 5 de tout ce qui a été nommé. Si le service de location de canot puis de planche à pagaie se retrouve dans le top 3 ou dans le top 5 de la bonification de votre offre de service, vous avez déjà un bon pas vers que ce projet-là pourrait régler un enjeu. Cependant, 8 à 12 jeunes, c'est une masse critique très peu élevée. C'est pour ça qu'après ça, vous allez saisir les mêmes questions puis vous allez valider comme tel auprès d'un plus grand groupe sous forme de sondage. OK? Un sondage, là, maximum 15 minutes pour le compléter parce que sinon, c'est trop long. On renomme encore une dizaine d'activités, incluant les 5 qui ont été priorisées. Puis on demande aux adolescents de nommer de 1 à 10, 1 étant leur premier choix, puis 10 leur dernier choix, ce qui priorise, ce qu'ils aimeraient comme tel au niveau bonifier le service de loisirs. Puis à partir de là, si dans le sondage, vous vous rendez compte que la location de planche à pagaie puis de canot, ça se retrouve encore dans le top 3 ou dans le top 5, là, je pense qu'on commence à avoir bingo. Parce que je répète, la Maison des jeunes est venue vous voir pour avoir un service de location de planche à pagaie puis de canot. Vous l'avez validé dans un groupe de discussion. Vous l'avez validé dans un sondage, puis c'est ce qui ressort au niveau priorisation. Je pense que vous tenez quelque chose. Et ça, cet argumentaire-là va permettre de justement apporter une cohérence et une rigueur pour convaincre qui? Votre bailleur de fonds à financer l'achat de canaux, l'achat de planche à pagaie ou l'installation d'une mise à l'eau. Puis c'est ça que le gouvernement va vous demander souvent. Ça vient d'où le besoin, puis l'avez-vous validé? C'est ce que vous êtes en train de faire. Puis au pire des cas, vous allez aller chercher des données comportementales qui vont valider d'autres choses. Parce que ça se peut dans le groupe de discussion, ils vont sortir un pump track. Puis finalement, dans le sondage, ils vont vous dire que c'est encore un pump track. Puis ça va dire, Colin de Bonbin, c'est un pump track qu'on va déposer dans le fond du développement du sport, de l'activité physique qui s'en vient prochainement. Fait que peu importe le résultat de ces données comportementales-là, ça va vous aider à prioriser et à prendre les bonnes décisions pour votre service administratif, votre service de loisirs, mais en tant qu'élu également. Vous allez pouvoir en discuter au conseil municipal puis parler de façon cohérente, rigoureuse sur des données comportementales au lieu d'avoir des fois sur des bulles de cerveau sur quelques citoyens qui parlent très fort, très peu nombreux, qui pensent que c'est ça qui devrait être fait dans la municipalité. On en a tous une poignée de gens là, on dirait qu'ils représentent monsieur et madame tout le monde alors qu'ils représentent juste 4-5 personnes. Fait que ça va vous aider aussi à discuter et à prendre de meilleures décisions. Un coup que tu as fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On valide les informations recueillies avec d'autres services de loisirs des d'autres municipalités. Nous autres, là, on a fait un groupe de discussion, sondage, puis ça sort fort, la location de planche à pagaie puis canot. De votre côté, les municipalités, ça sort-tu pas pire? Ah, ça sort aussi?
Donc, c'est une tendance forte dans d'autres milieux. Ça, c'est rassurant. Vous pouvez valider vos analyses puis vos recommandations avec votre unité régionale de sport et loisirs. Parce qu'on sert à ça aussi. Puis il y a certaines MRC qui ont un agent de développement en loisirs aussi. Allez valider vos constats. Puis si c'est validé par, je répète, un groupe de discussion, votre sondage, votre unité régionale, puis dans d'autres municipalités que c'est une tendance, ben c'est en train de dire que votre besoin est vraiment présent. Puis si en plus il est inscrit dans une politique familiale, politique amie des enfants, un plan directeur des infrastructures, on a un foutu beau bingo, gang. Là, ça, c'est fort. La journée que tu vas te présenter ça pour aller chercher du cash, il n'y a plus grand monde qui peuvent te dire non. OK? Vraiment plus. Fait que ça bâtit ton argumentaire après ça, puis ça va chercher les informations qui peuvent vous aider à compléter votre demande de subvention. Ensuite, on fait une recommandation, on peut produire un petit rapport synthèse, on fait des constats, on va le présenter comme tel. Le service de loisirs va aller le présenter à la direction générale, puis lui va le présenter après ça au conseil municipal, puis on va déterminer puis prioriser le projet, puis les services qui vont être en place, qui vont être déposés pour aller chercher une demande de subvention. Grosso modo, c'est comme ça qu'on fait ça. Si deuxième filtre, on se souvient du premier tableau, il faut être capable de répondre au deuxième pour pouvoir déposer le projet dans une demande de subvention. Est-ce que le promoteur est capable de définir les enjeux et les problématiques de façon rationnelle? Est-ce que le promoteur a sondé le milieu sur leurs besoins pour bonifier et améliorer l'offre de services actuelle en loisirs? Non, peut-être oui. Est-ce que les enjeux et les besoins ont été mentionnés dans des documents de planification de développement municipal ou territorial, politique familiale, MADA, Amis des enfants, plan directeur des parcs, plan d'action, planification stratégique de la municipalité? Oui, c'est inscrit. Parfait. Est-ce que le promoteur est capable d'évaluer les conditions gagnantes pour réaliser le projet? Est-ce que le promoteur est capable d'évaluer les risques concernant la réalisation de projet? Oui, ça prend un permis environnemental pour construire, la mise à l'eau. Quoi de voir, il va falloir des panneaux quelque part qui vont indiquer si l'accès à la rivière est ouvert ou fermé parce que le printemps, il y a trop, le débit d'eau il est trop élevé avec la fonte des neiges, puis il va falloir indiquer effectivement que c'est fermé. Il va falloir mettre des clôtures spéciales. Exemple. Est-ce que le promoteur a évalué les coûts en ayant des soumissions de la part de fournisseurs ou en ayant une évaluation fiable d'un expert? Votre beau-frère qui connaît ça, les canaux, c'est pas lui qui peut faire une hypothèse comment elle va coûter votre flotte de canaux. Votre beau-frère, il est gentil, mais c'est pas un expert en canaux, bien qu'il ne l'ait fait parce que ça se peut, ça fait 20 ans qu'il achète le sien. Demandez des soumissions pour la faisabilité financière. Le promoteur a tous les documents légaux permettant la mise en place du projet, êtes-vous propriétaire du terrain, avez-vous des droits de passage à régler, avez-vous des permis environnementaux avec le ministère de l'Environnement, étant donné que les infrastructures, le projet va être proche d'un cours d'eau. Est-ce que le promoteur a une description du projet qui est compréhensible, dont on peut saisir les impacts sur le citoyen? Si votre oncle, votre tante, votre beau-frère n'est pas capable de comprendre les impacts du projet, ça veut dire que le fonctionnaire ne le comprendra pas plus. Fait que faites un pitch à une personne normale, proche, qui a un secondaire 5, puis s'il n'est pas capable de comprendre les impacts du projet, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de le décrire correctement, de le vendre correctement. Si vous êtes capable de répondre oui, puis peut-être à l'ensemble de pas mal toutes les questions, vous êtes prête à compléter une demande de subvention. Si vous répondez plus de non, majoritairement, vous devez retourner à table à dessin et aller chercher les informations pour pouvoir ensuite compléter votre demande de subvention. C'est très important d'être sincère puis humble quand on complète les deux tableaux qui ont des filtres ici. OK? Super important. Là, un coup que tu as répondu aux deux filtres, tu as répondu à l'ensemble des questions, là, tu es prêt à compléter une demande de subvention. Pour compléter une demande de subvention, il y a 10 étapes. La première chose, c'est qu'avant même de compléter le formulaire, on doit compléter une fiche de projet pour expliquer c'est quoi. OK, je vais vous expliquer tantôt c'est quoi une fiche de projet. Là. Après ça, la deuxième, c'est êtes-vous propriétaire du terrain ou un bail de locatif à l'endroit où aura lieu le projet? Un bail locatif, c'est 10 ans qui est nécessaire pour un projet d'infrastructure. Si vous n'avez pas un bail locatif, vous n'êtes pas propriétaire du terrain puis vous avez un projet d'infrastructure, ça part mal. Je dis tout de suite, retournez à tombe à dessin. Et souvent, l'argent d'une subvention ne peut pas permettre l'achat d'un terrain. Fait que c'est l'argent municipal, le budget de fonctionnement qui doit acheter le terrain avec un règlement d'emprunt ou payer cash. Pensez pas demander que le gouvernement du Québec va vous permettre d'acheter un terrain, ça 90% ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous avez fait une étude de faisabilité pour produire les plans de vie s'il le faut? Parce qu'on bâtit, par exemple, un complexe multifonctionnel, une piscine. À quelque part, il faut des plans et de vie avec une certification d'ingénieur ou d'architecte. Est-ce que vous avez demandé des soumissions clés en main d'un entrepreneur ou d'un fournisseur pour évaluer les coûts? On va voir tantôt pourquoi clé en main, parce que tu ne veux pas avoir quelqu'un, un fournisseur qui va faire ta dalle de béton, un autre tes clôtures, un autre. Tu veux avoir une personne que si ça va mal, c'est lui coupable, tu vas pouvoir le poursuivre à la fin, sinon ils vont tous dire que c'est la faute de l'autre. Puis en essayant une évaluation clé en main, une évaluation des coûts, oui, ça revient plus cher, mais tu es assuré que lorsque tu vas demander la somme comme telle à la subvention au gouvernement, bien, que tu vas avoir les sommes nécessaires pour la réalisation du projet. Au pire, après ça, si tu veux y aller par phase, puis par petit fournisseur pour sauver des coûts, mais tu sais que la subvention que tu as eue bien, va te permettre au moins d'arriver à tes fins. D'estimer la part du promoteur, coût direct, les coûts indirects du projet, on va voir c'est quoi la différence. Vérifiez si votre projet possède toutes les autorisations juridiques et permis. Mettre à jour la fiche de projet avec les informations recueillies en 2, 3, 4 et 5. Rédiger une résolution et faites approuver le tout par le conseil municipal. C'est clair que la résolution municipale va intégrer comme telle qu'est-ce qu'on demande comme somme au gouvernement ou dans la subvention, quelle est la mise de fonds de la municipalité. Demander des appuis, des lettres d'appui à des organismes qui vont être des utilisateurs du projet ou des partenaires. Puis lorsqu'on a toutes ces informations-là, là, on peut compléter le formulaire, OK, de votre subvention. Puis c'est important parce que au fur et à mesure que tu coches, mais normalement, si tu as coché jusqu'à 9 puis tu es rendu à compléter le formulaire, tu as tous les documents nécessaires, puis toutes comme telles les informations pour compléter ta demande de financement. OK? Ce qui est important à comprendre en tant qu'élu, c'est que faire une demande de financement, c'est long. Puis ça demande beaucoup de temps, ce qui fait en sorte qu'il faut se prendre d'avance. On ne peut pas demander à notre service de loisirs de compléter une demande de financement quand la date butoir est dans 2 ou 3 semaines. Exemple, je prends un autre projet. Mettons qu'on décide de faire une activité d'initiation en camping avec la Maison de la Famille, un partenariat Maison de la Famille, municipalité. On sait que le fonds, sa date butoir, c'est le 18 novembre. Bien, ça prend un bon 2 mois et demi pour s'y préparer. Habituellement, c'est j'ai une idée d'une activité d'initiation de camping, on est le 1er septembre. Je me donne un mois pour valider mon idée de projet avec la municipalité, les partenaires du milieu, l'unité régionale. Je me donne après ça une semaine du 1er octobre au 8 octobre pour compléter la fiche de projet. Un mois pour trouver des sources de financement pour financer comme tel le projet, que ce soit direct ou indirect. J'obtiens ma résolution municipale un mois plus tard, le 8 novembre. J'obtiens les lettres d'appui. J'obtiens les soumissions. Donc, pour le prochain mois, du 8 octobre au 8 novembre, je vais tout trouver mon cash, trouver les soumissions, trouver les lettres d'appui pour être prêt à déposer le 18 novembre. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous demandez des commandes politiques à la direction générale pour que votre service des loisirs complète une demande de subvention 3 semaines avant la date butoir, vous allez créer un rush monumental sur votre service de loisirs, puis cette personne-là qui va tomber en burn-out dans les 6 prochains mois, elle va vous haïr. Il faut être humain dans la vie, puis il faut comprendre qu'à un moment donné, si on n'est pas prêt à déposer, on ne dépose pas. On attend la prochaine année. C'est tout. À un moment donné, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Fait que, il faut absolument que les projets soient dans le garde-manger parce que toutes ces étapes-là peuvent être faites très d'avance. Si, bien sûr, on les planifie puis qu'on connaît les fonds puis qu'on connaît quand est-ce qu'ils vont sortir et c'est ce que je vais vous montrer tantôt. Donc, l'échéancier du dépôt de projet est super important à respecter. La fiche de projet, qu'est-ce que c'est? C'est un document de 2 pages habituellement qui donne une synthèse sur, c'est quoi l'historique du projet? Le projet, ça vient d'où? Je vais vous envoyer par courriel, je vais les donner à Audrey, un modèle de fiche de projet puis un gabarit de fiche de projet vierge. Normalement, j'aurais pu vous le montrer puis l'ouvrir là, mais on aurait pris trop de temps. Je pense que juste de l'ouvrir, de voir un exemple puis de le voir vierge, je vais aller comprendre tout de suite. Donc, on voit tout de suite l'historique, le projet vient d'où? Ça vient le fait qu'on a fait un groupe de discussion. On a fait un sondage, on s'est rendu compte que la Maison des Jeunes avait demandé un service de location de planche à pagaie, puis on l'a validé comme tel avec les exercices qu'on vous a démontré tantôt avec justement les groupes de discussion et les sondages.
Après ça, on définit la nature du projet. Le projet, c'est quoi? Ben, c'est d'acheter 10 planches à pagaie, 10 canots, avec un service de planche à pagaie, un service de location qui va être avec un bâtiment de service, ouvert 14 semaines pendant l'été, 35 heures semaine, de mercredi au dimanche. Après ça, ben, ça coûte combien? OK? Donc, qui sont les partenaires du projet? La Maison des jeunes, la municipalité, votre association touristique régionale. Fait qu'il y a des partenaires qui sont là pour rejoindre les clientèles cibles qu'on a déterminées. Je rappelle, les adolescents, les camps de jour, puis les touristes. Après ça, on rédige un budget préliminaire. Ça va coûter combien? Combien va coûter l'achat de canaux, le bâtiment de service, de le construire, l'achat de planches à pagaie, l'achat également de vestes de sauvetage, les ressources humaines nécessaires. Fait qu'on fait un budget préliminaire. Puis après ça, ben, on trouve des subventions qui vont pouvoir permettre de financer nos coûts. Puis sachez, souvent, le projet, le maximum d'aide publique qui est disponible, que le gouvernement va fournir, c'est 80%. Fait que c'est sûr, habituellement, souvent, qu'une municipalité va mettre une mise de fonds d'un minimum de 20%. Des fois, ça peut même monter à 33% pour les infrastructures, puis même des fois 50%. Et souvent, on va le voir la différence tantôt, les coûts indirects, la municipalité l'absorbe à 100%, puis les coûts directs, c'est là qu'une subvention peut aller couvrir de 50 à 67%. Puis c'est ça qui est dommage, parce qu'à un moment donné, si on ne fait pas cette distinction-là, on vient déçu parce que la municipalité, ça va lui coûter plus cher parce qu'elle n'a pas fait la distinction entre les deux coûts. On va le voir tantôt, c'est quoi la différence. On détermine l'échéancier de la demande de financement. On fait adopter la fiche de projet par le conseil municipal. On complète la demande de financement parce qu'on a eu la résolution. Puis on fait après ça un suivi comme tel. L'historique du procès, ça, je l'ai dit tantôt, puis ça, c'est correct. Pour la nature du projet, c'est vraiment important de définir aussi c'est qui le promoteur. Habituellement, tu sais, si tu es un organisme à but non lucratif, tu dois avoir ton numéro de NEC avec tes lettres patentes. La municipalité n'est pas obligée de fournir ça comme tel. Puis c'est important de le marquer avant la fin du projet si vous êtes capable d'associer votre projet à des politiques municipales ou gouvernementales. Je vous donne un exemple. Dans le cas précis, un service de location de planches à pagaie puis de canaux, ben, il y a une politique de plein air qui est sortie par le ministère de l'Éducation. Vous pouvez faire des liens si vous déposez ce projet-là au ministère de l'Éducation. Le fonctionnaire va être vraiment gratifiant à savoir que vous avez creusé vos méninges pour lire ces papiers qu'il a rédigés, pour associer comme tel votre projet à des arrêtés ministériels avec des politiques gouvernementales. Ou si vous l'avez associé avec vos politiques municipales, que ce soit familiales ou amis des aînés. Il va voir que vous êtes cohérent, ça le rassure. Ça, il aime ça. Il aime ça, il donne une note positive après ça pour que ça arrive sur le bureau du ministre parce que l'argumentaire est solide. OK? On peut définir c'est qui nos partenaires. Un partenaire, il y a 3 types de partenaires. Il y a probablement un organisme ou une entreprise qui s'investit en argent ou en service. Argent, vous savez c'est quoi? C'est investir monétairement. En service, ça pourrait être de fournir tel quel des services. Par exemple, une compagnie, un sport expert qui dirait, ben moi, je te donne 4 canaux, 4 planches en pagaie. Ça peut être des partenaires aussi, ça peut être des organismes ou des entreprises qui vont être des utilisateurs. L'école, maison des jeunes, maison de la famille, comité de loisirs, association touristique. Ou ça peut être des organismes ou des entreprises de regroupement d'individus qui font faire une différence dans la planification et la réalisation du projet. Vous avez un citoyen un architecte paysager qui va fournir comme tel de faire un plan gratuitement. Mais ça peut être comme tel un autre type de partenaire. Donc, ce sont les 3 types de partenariats que vous devez inscrire dans votre fiche de projet et mentionner dans votre demande de subvention parce que ce sont une participation du milieu. Et plus le milieu s'investit dans votre projet, plus vous allez avoir une grosse note au niveau de l'évaluation du fonctionnaire lorsque vous allez déposer une demande de subvention. Fait que c'est super important de définir chacun des partenaires, dans quelle classe il se situe, pour l'inscrire dans la fiche de projet, puis l'inscrire par la suite dans la demande de subvention. OK? On détermine après ça 3 types de catégories au niveau des coûts. OK? La première chose, ce sont des coûts primaires. Les coûts primaires, c'est quoi? Ça représente 25% et plus du projet. Après ça, on détermine les coûts secondaires. C'est ceux qui sont à 24 à 10% du coût total du projet.
Puis les coûts tertiaires, c'est ceux qui représentent 10 et moins. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir aller chercher des soumissions pour tout ce qui excède de 10 et plus, pour les primaires et secondaires, mais tout ce qui est tertiaire, là. Quand je dis tertiaire, je vous donne un exemple, là, d'acheter pour votre service de location de kayak puis de canot, d'acheter, par exemple, des vestes de sauvetage. Tu n'as pas besoin. Va voir chez Canadian Tire, sur le pamphlet, si tu vois qu'ils sont à 80$, pas besoin d'avoir une soumission du Canadian Tire. Tu es capable de les estimer. Mais l'achat de tes canots, planche à pagaie, ton bâtiment de service, ça vaut la peine d'avoir une soumission d'un fournisseur. Parce que lorsque le gouvernement, le fonctionnaire va voir que vous avez fait des soumissions, ça va le rassurer que vous avez fait vos devoirs. OK? Très important. Puis essayez de regrouper des dépenses pour embaucher un fournisseur clé en main. T'sais. Des fois, ça peut être le même fournisseur, je donne un exemple, qui va faire ta base de béton, tes bandes de patinoire puis ton système de réfrigération. Mais prenez-en une soumission clé en main. Vous n'aurez pas de problème. Puis le fonctionnaire à l'autre bout va être bien content parce que c'est un clé en main. C'est la preuve que vous n'êtes pas trompé dans votre estimé. C'est toujours plus cher. Je vous dis, ça va vous rassurer d'aller chercher l'argent nécessaire. Puis la deuxième chose, c'est que s'il ne fait pas sa job, vous avez un fournisseur comme tel à poursuivre. OK? Les sources de financement direct et indirect, je vais en parler plus tantôt comme tel. Je vais plus parler au niveau des coûts. Je ne l'ai peut-être pas inscrit là-dedans. Là, je vais juste voir si je l'avais mis. Non. Au niveau des coûts directs et indirects, la différence, c'est que les coûts directs, c'est tout ce qui est pris dans le sol. Les coûts indirects, c'est tout ce qu'on peut mettre sur des fourches d'un tracteur, les lever et les mettre dans un trailer. Je vous donne un exemple. Des estrades, s'ils sont en béton, pris dans le sol, direct. S'ils sont en bois, puis sont sur le gazon, c'est indirect. Vos buts de soccer, c'est indirect. On peut prendre une fourche de tracteur puis les mettre dans le trailer. Votre système d'éclairage, néon pour votre terrain de baseball, c'est direct. Vos vestes de sauvetage, c'est indirect. Vos canots, c'est indirect. Vos kayaks, c'est indirect. Votre bâtiment de service, lui, il est pris dans le sol, c'est direct. Fait que c'est important de ventiler comme tel les coûts parce que souvent, une subvention va fournir 50 à 67% des coûts directs. Tout ce qui est indirect, la municipalité va falloir qu'elle paye, à moins que c'est précisé dans le cadre comme tel de la subvention disponible. On va le voir tantôt. Donc, un coup que tu as fait valider ta fiche de projet par une unité régionale, lorsque ta fiche de projet est complétée, envoyez-le à votre unité régionale de sport et loisirs. Elle va le lire et elle va trouver à un moment donné que tel bout, c'est pas compréhensible, ou on a de la misère à comprendre où ce que vous allez. Il manque telle information pertinente pour s'assurer que le cadre financier balance entre le financement et les coûts. Ils vont pouvoir même vous l'associer à des politiques ministérielles que vous avez peut-être pas lues, que nous, on connaît parce que c'est notre dada. Fait que faites valider votre fiche de projet par un expert. Présentez votre fiche de projet à votre patron. Là, vous êtes des élus, mais votre service de loisirs doit le présenter à votre DG et à son conseiller responsable de loisirs. C'est là que si vous avez le mandat en étant conseiller responsable de loisirs, c'est important de travailler comme tel le pitch de vente avec votre service de loisirs, votre directeur de loisirs, parce que ce pitch de vente-là va être fait au conseil municipal. Et en tant que conseiller municipal qui a le dossier du loisir, vous êtes le chien de garde de ce secteur-là. Vous devez le défendre bec et ongle. Puis pour avoir cet argumentaire-là, bien, vous devez être fidé par le service des loisirs et son directeur général. Fait que vous formez une équipe. C'est important que lorsque la fiche de projet est complétée, que vous puissiez, vous, la lire puis la comprendre parce que c'est vous autres qui allez la vendre au conseil municipal pour aller chercher la résolution, pour ensuite déposer puis aller compléter le formulaire. Fait que ça, c'est super important, cette alliance-là que vous la comprenez. OK? Sinon, changez de secteur d'activité. Si vous ne croyez pas, vous dites, moi, je ne suis pas capable de défendre ça. Changez de dossier, sans joke. Allez dans les égouts, faites d'autres choses, mais c'est important. Ce bout-là, il est vraiment compréhensible. Vous êtes la personne clé qui va faire le lien entre le service de loisirs et le conseil municipal pour vendre le projet, pour aller chercher la résolution municipale. OK? Ensuite, on prévoit toujours 20 minutes une présentation à un conseil municipal pour un projet parce que des fois, 5 minutes, c'est trop court. 30 minutes, 1 heure, ça écœure le monde. C'est 20 minutes. Puis,
L'autre truc, en tant que conseiller responsable des loisirs, mettons que vous voulez présenter le projet au conseil municipal, demandez à votre service de loisirs de venir faire la présentation avec un partenaire, maison de jeunes, maison de la famille, comité de loisirs. Pourquoi? Moi, quand ma fille de 10 ans arrive le mercredi à 3h30 de l'école, puis qu'elle me dise, Papa, j'ai faim, je peux-tu manger du popcorn au caramel? C'est quoi la réponse, tu penses, que je lui dis? Non, fille. Mais si elle vient avec ses deux chums, j'ai-tu le goût de dire d'être le papa plate devant la vie de mes enfants? Non. La même chose, si le conseiller municipal du loisir vient avec son service de loisir puis des partenaires du projet, présenter le projet, le reste du conseil, il y a bien plus des chances qu'ils vont leur dire oui que non. Parce que ça ne leur tente pas d'être les personnes plates. C'est l'humain, on est fait comme ça. Vous allez me dire c'est de la manipulation. J'assume fortement, monsieur légal. Fait que faites-le donc. OK? Rendu là, n'hésitez pas. OK? Puis sachez qu'un non, ce n'est pas une réponse définitive. Des fois, on peut leur présenter au conseil municipal 1 ou 2 mois parce qu'on a besoin d'y réfléchir, tergiverser puis d'y penser. Avant de compléter le formulaire de la subvention disponible, un troisième filtre. Est-ce qu'on a préparé la fiche de projet? Est-ce qu'on est propriétaire du terrain? Fait que c'est toutes les mêmes questions du début. Si vous avez toutes coché chacune comme telle des étapes, bien, vous êtes rendu à la réponse 10 à compléter le formulaire, c'est que vous avez toutes les informations nécessaires pour compléter le formulaire de la demande de subvention. Puis c'est super important d'être sincère puis arme quand vous cochez. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça va venir plus tard. Si tu l'as pas, tu n'es pas prêt à compléter le formulaire. Vous allez perdre votre temps, vous allez faire perdre votre temps du service de loisirs. Puis en tant que conseiller municipal qui est sur le conseil municipal, c'est à vous autres à dire à votre service de loisirs, as-tu tous ces documents-là? Là? Parce que si tu les as pas toutes, moi, je te fournis pas ma résolution municipale pour que tu complètes la demande de subvention. Pourquoi? Parce que tu vas te planter, on va se planter, puis on va perdre tout notre temps. C'est super important. C'est là que c'est votre job avec la direction de la générale de s'assurer que ces étapes-là sont bien faites. Puis là, après ça, vous pouvez dire, on passe une résolution puis on présente le projet. OK? Super, super important. Parce que souvent, c'est dommage, c'est là qu'il y a des grosses attentes, puis à un moment donné, on perd espoir. OK? Pour le document fond, lorsque vous êtes rendu à compléter une demande de financement, assurez-vous de bien lire le document cadre du fonds. C'est quoi un document cadre? Je vais vous le montrer, puis je vous ai souligné dans le document cadre, c'est quoi les parties essentielles à comprendre puis à y répondre. Parce que c'est souvent, c'est pas des questions-réponses, mais tout de moins, ça ressemble beaucoup. Fait que je vais juste comme aller vous le chercher puis je vais vous le présenter. J'ai pris celui qui était le programme des infrastructures canadiennes, le PAFIR québécoise, l'entente qu'il y a eu il y a 2 ans. Je pense que la plupart des gens l'ont vu, là, comme tel. Donc, ça date de 2019, mais ils sont toutes pareilles. Pour vrai, là, ça ressemble toutes. Fait que, à partir de là, ça, c'est un document cadre, OK? Qui après ça, normalement, qui est joint à un formulaire. Fait qu'on ouvre toujours le document cadre, puis on le regarde. C'est quoi le titre? Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Mais si je veux-tu faire une infrastructure récréative et sportive? Si oui, ça veut dire qu'on a la bonne subvention. Fait qu'on déroule toujours parce qu'il y a toujours comme tel la coordination, puis ça vient d'où, quel fonctionnaire. Très important, vous allez ici les numéros acquis. Vous avez besoin de renseignements, tu peux appeler. Très important. OK? Ça a l'air niaiseux, mais des fois, on le cherche, il est tout le temps au début ou à la fin. OK? Parfait. Ensuite, la table des matières, on peut passer vite. Ce qu'on s'en va, c'est aux objectifs du programme. OK? Il y a toujours la description, mais souvent, ça ne veut rien dire tout ça. Regarde, c'est des lettres. Là. L'entente bilatérale intégrée, un billet a été conclu. S'en fout. Ça, c'est les crédits qui ont été votés au budget puis qui ont été votés au budget fédéral provincial. Tu n'as pas à savoir ça. Fait que tu t'en vas tout de suite à l'objectif poursuivi du fonds. Dans ce cas-ci, il y en a 2. Soutenir la présence d'infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les régions du Québec et accroître l'accès à ces infrastructures pour la population. Ce que ça veut dire que est-ce que tu as un diagnostic de ton infrastructure qui dit qu'elle est dangereuse puis qu'elle a besoin d'amour? Parce que le mot-clé, c'est en bon état. Les unités régionales de sport et loisirs ont toutes des inspecteurs certifiés de la norme canadienne des aires de jeu qui peuvent inspecter vos parcs municipaux et dire s'ils sont en bon état. La journée que tu as un rapport d'inspection qui dit que ton module de jeu ou tes équipements de module d'aire de jeu sont en mauvais état, tu as déjà un bon bingo pour le présenter parce que ça soutient justement cette problématique-là. Ça compte justement l'enjeu de dire que
Si ton parc est dangereux, on va le financer pour qu'il ne soit plus. Accroître l'accès à ces infrastructures pour la population, c'est de dire, est-ce que tu as des clientèles cibles présentement qui vivent des trous de service dans lesquels que ton projet va permettre de combler cet enjeu-là? Exemple, as-tu des adolescents qui s'ennuient? As-tu des aînés qui n'ont pas grand-chose? As-tu des familles qui se tournent les pouces? As-tu des personnes handicapées qui n'ont pas d'infrastructures sportives qui sont accessibles et sans obstacle? Fait que si tu es capable de prouver qu'il y a des trous de service pour des clientèles, ben à quelque part, tu réponds comme tel à cet objectif-là. Et si tu es capable de prouver aux deux, par exemple, mon aire, ma mise à l'eau est dangereuse, mais mes adolescents en plus s'ennuient dans la municipalité, là, tu commences à avoir un bingo. Fait qu'on isole toujours les objectifs poursuivis. Au niveau des organismes admissibles, on constate que les municipalités sont admissibles à l'article 5, ça c'est parfait. Puis si vous seriez si c'est un comité de loisirs qui déposerait, ça serait un organisme à but lucratif qui est inscrit ici. Fait on est admissible? Oui, comme organisme. On continue. C'est quoi notre devoir comme promoteur? Ben, être propriétaire ou amphithéâtre du terrain ou de l'infrastructure, un bail minimum de 10 ans. Fait que je suis propriétaire du terrain ou j'ai un bail de 10 ans? Oui, ça va bien, je continue. Appliquer la politique de l'intégration des arts de l'architecture, ça, c'est quand tu as des projets qui dépassent une certaine somme d'argent, tu dois avoir une œuvre d'art publique. OK? Ça, il faut que ça dépasse, je me souviens bien, les 250 000. OK? Puis il y a moyen de moyenner des fois que même si ça dépasse le 250 000, tu peux t'en tirer. Mais ça, il faut absolument que tu demandes une lettre, une autorisation du ministère de la Culture à savoir si tu es admissible ou pas à ce devoir-là. Mais il faut que tu le saches. Démontrer la capacité de l'exploitation du bon état de l'infrastructure pour les 10 prochaines années. Bon. Sérieusement, ça, c'est un enjeu au Québec. Construire des affaires, ça va bien. Les entretenir, ça va vraiment pas bien. Si dans ton budget municipal, tu es capable de mettre de l'argent de côté pour le construire, il faut que tu le prévoies dans les 10 prochaines années pour l'entretenir. C'est quoi le pourcentage habituellement associé? C'est 5 à 10 Normalement, tu as un exemple, pas de problème. Jeu d'eau coûte 100 000, bien, c'est 10 000 par année, il faut que tu le mettes dans l'entretien. Ah, bien, on ne sera pas capable de payer 10 000 dans notre budget d'entretien de jeu d'eau. Fais-en pas. Ah, mais je peux avoir de l'argent pour en construire un. Fais-en pas, il va te délabrer après 10 ans, il va falloir te mettre de l'argent dedans. Fais-en pas. Si tu n'es pas capable de budget un 5 à 10 d'entretien pour les prochaines années pour la mise en place d'une infrastructure, ne le fais pas. Fait que déjà là, au lieu d'en construire plein, prioriser quelques-uns, budget d'entretien, ils vont avoir une durée de vie 20-25 ans, puis c'est vos citoyens qui vont dire, moi, on dit qu'il y a une bonne gestion par chez nous. S'il vous plaît. OK? C'est plate, il n'y a pas de coupage de ruban à mettre 10 000 en entretien, mais c'est un devoir en tant que conseiller responsable du dossier de loisirs de dire, ben, gang, si on vote pour un jeu d'eau à 150 000, il faut penser à mettre un 5-10 000 d'entretien. OK? Pour les prochaines années. Fait que le gouvernement vous le demande dans cette planification-là, mais c'est votre devoir d'y penser, s'il vous plaît. OK? À partir de là, on dirige plus là, on regarde les infrastructures admissibles. Est accessible au public sans être réservé aux membres d'une organisation. Donc, un club de curling ne pourrait pas dire, ben moi, je me bâtis comme tel un club de curling parce que souvent, c'est des membres, ou un club de golf. Fait que ça est le plus possible gratuit à tous mes citoyens. Permettre la pratique d'activités récréatives ou sportives axées sur les résidents locaux, donc pas à vocation touristique au niveau primaire. Puis être une immobilisation corporelle selon la norme de recommandation des CPA du Canada. Fait que ça, c'est les infrastructures admissibles. Un coup que tu es admissible, tu n'as pas besoin de dire lire qu'est-ce qui est non admissible, tu le lis. Fait que passe-les tout de suite, tu perds ton temps à lire ces affaires-là. Travaux admissibles, l'agrandissement, l'aménagement, la construction, la reconstruction, l'intégration, la mise aux normes, la réfection. En fait, c'est pas mal tout. Que ce soit pour la mettre à terre, d'en bâtir une neuve, la réparer, la mettre aux normes, l'agrandir, ton infrastructure sportive et créative, tout est admissible. Fait que déjà là, tu vas voir si tu touches tout ça. Habituellement, ça va bien. Les documents requis pour déposer une demande. Vous vous souvenez tout en amont, toutes les étapes qu'on a faites, le groupe de discussion, l'évaluation budgétaire, des coûts, du financement des partenaires. Bref, toute l'écriture de votre fiche de projet, les 3 filtres que je vous ai présentés, vont permettre de répondre comme tel aux documents demandés. Ils demandent quoi? Bien, une estimation des coûts et du montage financier de votre projet. C'est quoi les coûts admissibles? Les coûts admissibles, ce sont les coûts directs
ce qu'on peut rester dans le sol. Tout ce qui est indirect, vous allez devoir le financer par vous-même. OK? La contribution financière de l'organisme demandeur, la municipalité met comment comme mise de fonds? Les partenaires mettent combien d'argent? C'était d'où les identifier tantôt préalablement puis dire si c'est en service ou en argent qu'ils vont mettre des sous. Est-ce que le concept fonctionnel opérationnel du projet, bâtiment de service, l'achat de canaux, l'achat de kayak, le plan d'aménagement, vous demandez à un architecte paysagiste de faire votre mise à l'eau, votre plan d'aménagement de la mise à l'eau, puis le bâtiment de service, les plans de vue préliminaires, l'échéancier de réalisation, une résolution de la présentation de la demande du conseil municipal, puis là, c'est la résolution du conseil municipal qui dit que vous allez déposer dans le fonds du développement du sport, que la mise de fonds va être tant de pourcents, tant de dollars, puis vous allez faire un règlement d'emprunt qui précise ça, puis que la subvention demandée va être de 67 c'est-à-dire, mettons, 67 000 sur 100 000. Fait que ça, c'est souvent, qu'est-ce que vous devez fournir comme document? Puis c'est souvent là qu'on panique lorsqu'on dépose comme telle la demande de subvention parce qu'on se dit, hey, j'ai-tu ce document-là? Ou j'ai-tu cette information-là? Si en amont, vous avez tout planifié, vous avez fait les étapes que je vous ai enseignées, vous n'allez pas paniquer. Non seulement que votre service de loisirs va avoir fait ses devoirs, mais vous, en tant que conseiller municipal dans le dossier du loisir, vous allez pouvoir dire aux autres conseillers, on a tous nos documents, on est ready. Super important comme tel. Ensuite, le document prouvant que le demandeur est propriétaire du terrain. Fait que ça, c'est souvent la municipalité ou votre MRC qui peuvent donner le cadastre du terrain comme tel. La photo des infrastructures existantes, surtout si vous voulez faire des rénovations, agrandissements. Le fonctionnaire va voir que si ton parc municipal ou tes bandes de patinoires sont bien délabrées, il veut voir des photos. Des photos, ça vaut 1000 mots. La journée que tu mets un module de jeu qui est en décrépitude, c'est facile de comprendre qu'il faut le changer. OK? Puis, une représentation spatiale numérique de l'emplacement du projet, se demander à la MRC, ceux autres qui ont les fichiers habituellement quand ils aiment de ça, ou peut-être votre service d'urbanisme en a aussi. OK? Le reste, au niveau des critères d'évaluation, c'est de voir que le ministère va vous financer, va vous évaluer sur quoi? Mais l'accessibilité aux infrastructures à des clientèles multiples. C'est quoi la clientèle multiple? Enfants, ados, adultes, aînés, clientèle immigrante puis personnes handicapées. Ce sont les 6. Si vous touchez à ces 6-là, c'est un bingo. La qualité des infrastructures récréatives et sportives en réponse aux besoins de la population. C'est quoi le besoin de la population? C'est nos ados s'ennuient. As-tu une preuve de ça? Oui, j'ai fait un groupe de discussion et un sondage. Quand je vous ai dit que ça doit répondre à un besoin, un enjeu, on doit le nommer l'enjeu puis on doit avoir des données comportementales, c'est pour répondre justement à ce critère-là d'évaluation du ministère. Est-ce que le service est aux populations vulnérables? Est-ce que vous êtes une municipalité qui a un niveau de défavorisation de côté 5, 4, 3, 2, 1? Ça, c'est souvent, ça, c'est au niveau municipal. Des fois, ça vient des écoles cotées de 1 à 10 au niveau de la défavorisation, 1 étant riche, 10 étant très pauvre. Fait que ça, déjà là, si vous êtes dans 3, 4, 5, vous avez déjà des notes de plus en étant une population vulnérable comme telle ou défavorisée. Est-ce qu'il y a une urgence d'intervention de projeter pour assurer la pérennité de l'infrastructure? Ma piscine à 30 ans, c'est soit qu'on la met à terre ou on la met à mise à niveau. Ça parle par elle-même, tu sais. OK? Est-ce que, par exemple, la personne handicapée peut avoir accès du stationnement jusqu'à l'infrastructure? Parce que c'est bien beau d'avoir un module de jeu qui est accessible pour la personne handicapée, mais si du stationnement module de jeu, il ne peut pas se rendre, puis c'est du sable en grandeur, mais c'est pas gagnant comme tel. Puis les retombées potentielles du projet, c'est quoi les impacts? Ça va permettre à ma maison de jeunes d'offrir des canots puis des kayaks pour l'initiation plein air. Ça va me permettre à mon camp de jour d'avoir un service de location abordable pour l'initiation au plein air pour les enfants de 5 à 12 ans. Puis en plus, ça va permettre aux touristes de bénéficier comme tel de nouvelles offres à l'association touristique. Fait que ça, ce sont des retombées potentielles. Fait que le document cadre, toutes les informations, les devoirs qu'on a fait en amont, les filtres qu'on a complétés, permettent de nous assurer de répondre aux critères d'admissibilité des fonds. Et c'est là que ça, c'est votre service de loisirs qui doit répondre à ça, mais en tant que conseiller municipal, vous devez leur demander, as-tu les informations qui est capable de répondre à ça, qui va me permettre, moi, en tant que conseiller municipal, d'aller au BAP pour avoir ma résolution au conseil municipal. Et c'est là votre rôle de chien de garde. La rigueur et la cohérence, c'est vous autres qui doivent poser ces questions-là
à la direction générale qui, lui, va s'assurer d'aller chercher ces informations-là au service de loisirs. Parce que dites-vous une chose, tu sais, c'est l'être humain étant l'être humain, il y a du monde paresseux, ça se peut qu'il tourne les coins ronds. Mais en tournant les coins ronds, vous manquez peut-être une chance, un fort potentiel d'aller chercher une somme de subvention pour la réalisation d'un projet d'envergure qui mettrait comme tel votre municipalité sur la map. Fait qu'à quelque part, c'est à vous de connaître un peu les informations pertinentes pour compléter la demande de subvention. Est-ce que je parle chinois? Ça va-tu? Ça va? OK. Parfait. C'est Guido. L'autre chose, c'est qu'un coup qu'on a complété la demande de subvention, il y a une job à faire par rapport à ça. OK? C'est qu'un coup qu'on a envoyé le formulaire, il faut mettre en CC votre député. Absolument. Puis si c'est une subvention de 20 000 $ et plus, il faut mettre le ministre régional en CC. Pourquoi? Eh bien, beau être les libéraux, la CAQ, le Parti québécois, appelle ça comme tu veux. Oui, le fonctionnaire, lui, va faire le tri des projets. Il va mettre une cote, une note. Mais ça reste qu'il y a de la politique pour la politique. Fait qu'en mettant ton député puis ton ministre, lui, il va se tenir au courant, le projet est rendu où dans l'évaluation. Puis il y a 2 projets à 80 %. Si ton ministre est au courant de ton député, ça se peut qu'il se retrouve sa pile de oui ou lui de non. L'humain étant l'humain, c'est ça. Égal. Fait que mettez-le au courant. Parce que lorsqu'il arrive comme tel la table des ministres, chacun de leur région, puis ils demandent justement aux fonctionnaires responsables du fonds, mais ça se peut qu'ils disent, ben moi, ce projet-là, je le voulais plus que l'autre. À égalité au niveau du pourcentage. Fait. Puis l'autre chose, demandez à votre service de loisirs, mais ça peut être vous, conseiller municipal, ou même le maire, d'appeler le fonctionnaire. Québec. Toujours 3 coups, ça sonne pas. Puis la manée va dire bonjour, René Tremblay. Hey, René, c'est Pierre Bertrand, la municipalité de Montebello, conseiller en loisirs. Comment ça va? Ben, ça va bien, M. Bertrand. Hey, je veux juste m'assurer, le projet a été déposé comme tel par ma direction générale. L'avez-vous bien reçu? Oui, correct. Est-ce que c'est complet? Oui, tout est complet, M. Bertrand. Merci beaucoup. C'est sûr que lui, sachant que tu l'as appelé, lorsqu'il va arriver de le noter puis qu'il est égal à égal, ça se peut qu'ils disent, Montebello, ils veulent pas mal. Hein. 80-80, moi le mettre. Ça vous donne toutes les chances. Parce que ça reste un humain au bout de la ligne. Puis quand on a un intérêt envers quelqu'un, il y a un intérêt envers nous. C'est comme ça. Fait que n'hésitez pas à comme s'assurer que tout est complet et que vous appelez comme tel. Idéalement, c'est votre direction générale ou votre service de loisirs qui peut faire ce téléphone-là. Là. Mais en tant qu'élu, vous pouvez faire également aussi appeler comme tel le fonctionnaire d'un ministère provincial. Il n'y a pas de problème. C'est 2 paliers qui peuvent se parler. C'est Tigidou Laïdou. Question, commentaire jusqu'à maintenant? OK, ben c'est ça. Quand il n'y a pas de service de loisirs, ça peut être justement un conseiller municipal qui a le dossier de loisirs qui peut appeler ou qui peut même tout faire les démarches qu'on a fait ça. Mais autre chose, mettons que tu es une municipalité, tu n'as pas de service de loisirs, votre unité régionale en sport et loisirs peut vous accompagner de la première à la dernière étape. Nous, en Outaouais, on le fait. Moi, je suis craqué de même. Ça m'arrive, sais-tu quoi? Ça m'arrive même que je dis à la direction générale, donne-moi ton numéro, là. La plateforme va te compléter même ta demande de subvention. Ça me prend 1h30, il signe en bas, merci, bonsoir. Mais c'est pas toutes les unités régionales qui font ça. C'est Normand qui est craqué, qui n'a pas de vie familiale. Ben, j'en ai une, mais j'ai une conjointe qui est workerly, ça l'aide. Mais tu sais, on peut vous aider. Bref, si vous n'avez pas de service de loisirs, votre unité régionale peut vous aider à offrir un clé en main, surtout quand vous commencez, n'ayez pas peur. Okay? Puis, ça a l'air compliqué, là, mais ça ne l'est pas. Elle n'est pas pantoute. Pour un coup, tu connais le rouage, là, ça prend quelques heures, puis tout est fait. Puis c'est comme faire du vélo. C'est un mécanisme qui se met comme très facilement, traditionnellement, puis un coup t'embarques, là, chercher les formations, faire des sondages, puis tout ça. Ton sondage, un coup, tu l'as fait une fois, ben, tu fais juste le changer pour les prochains projets. Ton SurveyMonkey, c'est pas si compliqué que ça. Question, commentaire jusqu'à maintenant? Ça va? Parfait. Je vais vous présenter les subventions qui reviennent souvent année après année, avant qu'on passe au budget provincial puis tout ça. Puis à la fin, je vais vous présenter un peu le modus operandi pour déposer dans le prochain gros fonds des infrastructures sportives et créatives qui est annoncé par M. Legault la semaine passée. OK? Fait que ce que j'ai fait dans le fond, puis tu sais, j'ai pas inventé grand-chose, là. J'ai inventé un outil avec les principales subventions qui peuvent intéresser les municipalités puis les organisations qui tournent autour des municipalités. Vous allez avoir accès à ça. Donc, comment ça fonctionne, mon guide? Il y a toujours un petit parchemin qui indique c'est quoi le nom de l'aide financière. Pictogramme du parchemin, c'est quoi?
Le site Internet où ce qui est synké, ça veut dire que si vous cliquez sur le lien du site Internet, vous accédez à la page ministérielle du fonds en question. Quels sont les organismes admissibles? On va voir qu'il y a des fois, la municipalité n'est pas admissible. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas admissible, que vous ne pouvez pas faire un partenariat avec un organisme qui l'est, qui va aller chercher l'argent pour vous autres. Exemple. Il existe un fonds pour les maisons de la famille. Ça s'appelle le fonds de la coparentalité. En fait, le gouvernement prend des papas pour des débiles puis il décide de mettre dans des fonds pour que les papas s'occupent de leurs enfants. Ça existe, là, mais c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas ça pour les mamans. Je veux juste dire ça, c'est fait pour les papas. Fait que tu pourrais dire en tant que municipalité, dire, moi, j'ai un parc municipal. J'aimerais ça initier mes citoyens au camping. Je vais passer par la maison de la famille. Moi, je fournis le parc municipal. Eux autres vont demander de l'argent. Ils vont s'acheter des tentes, des réchauds, des sacs de couchage, puis ils vont venir faire comme tel du camping dans mon parc municipal. Mais en plus, je vais demander qu'ils peuvent faire la même chose pour mon camp de jour, mais ils vont juste utiliser le même matériel pour le projet initial. Comprenez-vous? La municipalité ne demande pas d'argent, dans le fond. La maison de la famille va le faire pour la municipalité. Fait que vous allez voir que même si des fois vous n'êtes pas admissible, j'appelle ça d'être un âne, d'aller chercher un âne pour vous autres, d'aller chercher un cheval. Le cheval va aller te chercher ta carotte, va te ramener. C'est correct, c'est dans notre jargon là, du développement, c'est possible, puis c'est du gagnant-gagnant. La maison de la famille, elle, se fait une nouvelle clientèle en faisant ça. En augmentant sa clientèle, elle augmente son budget au fonctionnement, puis elle est gagnante de faire ça. Fait que tout le monde est gagnant en faisant ça. Fait que, bref, je retourne dans mon guide là. Donc, on a ici comme tel les organisations admissibles avec la petite croix jaune. L'étoile, ça permet de financer quel projet? Je vais vous nommer des idées de projets comme tel. Les piastres, quels sont les montants disponibles? Quelle est la mise de fonds du promoteur en tant que municipalité ou en tant qu'organisation? Des conseils pour créer des partenaires avec d'autres organisations. Des opportunités à saisir. Le petit éclair. Le petit nuage, des mises en garde. La date d'ouverture de l'aide financière approximative puis des idées de projets que vous pouvez déposer. Première chose, programme de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture. C'est la sécurité publique qui a ça, c'est la police et les routes et tout le tralala. OK? Fait que, on le connaît pas beaucoup. Souvent, les organismes admissibles, ça doit être un partenariat entre une municipalité et un organisme communautaire qui est un travailleur social. Ça peut être une maison de jeunes, un centre communautaire, une maison de la famille, un centre jeunesse. Exemple. Normalement, c'est pour permettre à un quartier d'une ville, à une municipalité rurale qui a beaucoup de vandalisme et beaucoup de délinquance juvénile, de mettre en place une programmation sportive, culturelle, récréative pour ces jeunes-là qui ont des besoins particuliers. Ça finance 75 000 $ par projet. Vous devez mettre une mise de fonds de 11 %, donc 7 500 $. OK? C'est toujours conseillé de faire un partenariat municipal avec un organisme communautaire. L'idéal, c'est de dresser un inventaire des infrastructures sportives et récréatives qui sont près de la maison des jeunes ou de l'organisme partenaire, parce que les jeunes sont souvent à pied, en dressant ce qu'il y a dans les parcs en proximité, en dressant ce que les entreprises privées offrent comme activités sportives et récréatives, ben vous pouvez après ça offrir une programmation qui va répondre aux besoins de ces jeunes-là avec les entreprises locales, vos infrastructures qui sont en proximité, puis les organismes partenaires. Mise en garde, demandez à la police, la Sûreté du Québec, ça ne veut pas une police municipale, les statistiques de méfaits par quartier ou communauté pour saisir c'est où, dans quel endroit vous devez déposer ce projet-là. Les autres, ils ont des données comportementales. OK? Il faut que l'organisme doit avoir un intervenant, une technique spécialisée en travailleur social, ça c'est comme prioritaire. Il rouvre habituellement en octobre, mais il faut regarder souvent les mises à jour. Des fois, il peut sortir en octobre, pendant 2 ans, il ne sort pas, puis là, il va sortir. Si vous vous rappelez, l'année passée, à Tout le monde en parle, c'était Mme Geneviève Guilbeault, qui était la ministre de la Sécurité publique, qui avait annoncé le programme allait ressortir. Exemple de projet, une mise en place de ligue de battle rap, une mise en place d'une ligue d'impro, un club de boxe, puis une mise en place d'introduction à la danse pour les jeunes filles qui peuvent devenir criminelles. C'est des exemples de projets que vous pouvez déposer. Autre chose, Nouveau Horizon, OK, qui, je trouve, en passant, est facilement allé chercher pour les aînés. C'est un fonds pour les aînés, c'est un fonds fédéral. Les municipalités, les clubs de l'âge, les organismes à but lucratif qui ont des aînés peuvent déposer.
Ça finance l'achat de matériel qui peut faire bouger et sortir les aînés de la solitude. On parle également d'aménagement de mobilier urbain et d'équipements sportifs. Fait que la municipalité peut déposer terrain de pétanque, balançoire coulissante, filet de pickleball. Elle peut acheter des équipements de sonorisation qui vont permettre la danse en ligne dans son centre communautaire, que ce système de sonorisation-là va pouvoir bénéficier à d'autres organisations. On parle d'un 25 000 $ maximum par projet. Pas besoin de mettre de mise de fonds, mais si tu mets un 20 de mise de fonds, ça démontre quand même une certaine volonté du promoteur. Donc, le Club de l'Âge d'Or doit soumettre un projet comme tel avec sa municipalité. Ça, c'est le partenariat qu'on présuppose qui est le plus, je dirais, le plus payant. Assurez-vous que la politique familiale, la politique MADA est mise à jour parce que ça souvent, c'est intéressant d'associer ce projet-là qui peut être inscrit dans votre politique MADA pour les aînés, okay, ou votre politique familiale. Évitez des projets trop ambitieux. Réalisez des petits projets simples à réaliser. Il vient toujours en fin novembre. Donc, il faut avoir toutes fait nos étapes préalablement avant le 1er novembre pour qu'on puisse le déposer à temps. Des projets intéressants, aménagement d'un terrain de pétanque, aménagement d'un plancher de danse dans votre salle communautaire, l'achat de chaises et tables confortables adaptées pour les aînés, tu sais, des chaises de métal plates, là, dures ses fesses, c'est le temps d'en acheter des rembourrées et tout ça, une balançoire calèche adaptée aux besoins des aînés et de la personne handicapée, l'achat de tables de billard, de jeux de fléchettes, matériel pour jouer au pickleball, l'aménagement de mobilier urbain extérieur adapté aux aînés. Des exemples de projets que vous faites déposer. Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. Si vous n'avez pas de camp de jour pendant la semaine de relâche ou de camp de jour estival, la municipalité peut déposer, mais également tout ce qui est maison de jeunes ou maison de la famille. Vous pouvez faire un partenariat avec eux autres. C'est un 15 000 $ maximum, que ce soit un camp de jour pendant la semaine de relâche ou la saison estivale. Ça finance vos animateurs, du matériel, vos sorties en camp de jour. Ça finance n'importe quoi. Pour ouvrir le sans joke, là, ça finance pas mal n'importe quoi. Ça arrive souvent début octobre, donc le projet doit être prêt en septembre. Donc, si vous êtes un conseiller responsable du loisir, vous n'avez pas encore de camp de jour pendant la saison estivale ou pendant la semaine de relâche, c'est le temps d'en parler à votre service de loisir pour qu'il puisse se préparer pour déposer en septembre, pour que ça soit prêt pour mars 2024, semaine de relâche, été 2024, votre camp de jour. OK? Puis ça peut être des camps de jour spécialisés. Mettons que vous avez une semaine de relâche. Vous avez un club de patinage artistique vraiment hot, là. Mais pourquoi vous ne faites pas une semaine de un camp de jour de semaine de relâche de patinage artistique dans votre aréna? Fait que c'est ça qui est le fun. Avec vos organismes sportifs, vous pouvez faire des camps de jour spécialisés. Fait qu'on parle de camp de jour normal, mais ça peut être loisirs scientifiques, d'initiation au quai, à la danse, à l'improvisation, au théâtre, à l'ouette, je te plumerai. Puis ce 15 000 $-là, mais vous pouvez le prendre puis le donner après ça en contrat pour des organismes de votre milieu pour l'organisation de ces camps de jour-là ayant une thématique. Vous avez, par exemple, une troupe de théâtre à cœur ouvert amateur, puis des fois, ils ont besoin d'argent pour des décors. Monsieur dit, fais-moi une semaine de relâche, je te donne 15 000 $. Va, achète-toi des décors qui vont servir pour la pièce de théâtre des petits-enfants durant la semaine de relâche, puis tu le prendras pour ton été, pour ta saison estivale. Mon grand, il n'y a pas de problème. Et qu'il y a moyen de moyenner comme tel. Sinon, puis là, je regarde juste l'heure parce que je veux pas non plus dépasser, là. OK. Il y a le programme d'aide financière pour les sentiers pédestres, le PSSPA, probablement qui va être inclus dans un plus gros programme que je vais vous présenter tantôt parce que j'ai vu le budget 2023 de M. Legault. Je pense qu'ils vont le mettre dans un gros programme d'infrastructure globale. Sinon, quand il existe, c'est un programme qui est pour les municipalités de moins de 100 000 habitants. C'est pour les municipalités et les organismes à but lucratif. On parle de 150 000 $ en subventions disponibles, 20 % de mise de fonds pour les municipalités de 10 000 habitants et moins. Puis si vous êtes une municipalité de 10 000 habitants et plus, bien, c'est 40 % en mise de fonds. Fait que la mise de fonds change dépendamment de la grosseur de votre municipalité. C'est fait surtout pour la mise à niveau ou la construction neuve de sentiers de randonnée de pédestres, sentiers de raquettes, sentiers de ski de fond, sentiers de vélo de montagne et sentiers de fat bike. Donc, tout ce qui est plein air, vous avez déjà des réseaux qui ont besoin d'amour, vous pouvez le déposer là. Vous avez des projets de construction neuve de sentiers dédiés au plein air. Mais ce fonds-là est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Condition essentielle, il faut que votre plan d'aménagement de vos travaux soit fait. Donc, il faut qu'un architecte paysagiste
puisse faire votre plan d'aménagement des travaux qui vont être faits si vous voulez déposer votre projet et compléter le formulaire. Si votre plan d'aménagement n'est pas fait, il ne sera pas accepté. OK? Puis, je vous suggère de rencontrer la fédération de plein air associée à votre projet pour discuter, pour savoir si c'est votre projet cadre dans le fond, puis si vous devez être membre de la fédération pour pouvoir déposer dans ce fonds-là. OK? Sinon, je passe vite parce que vous allez pouvoir, vous comprenez le principe, il y en a d'autres. Le programme des soutiens aux infrastructures sportives et récréatives, dans petite envergure, ça c'est pour les petites municipalités de 10 000 habitants et moins. Habituellement, c'est un 100 000 disponible pour des infrastructures sportives. Sinon, il y a la mesure 50-530 qui touche pour les cours d'école, mais des fois, c'est intéressant parce que si une municipalité dit, ben moi, j'ai le choix d'investir dans mon module de jeu de mon parc ou de faire une patinoire, bien, faites la patinoire, puis dites à votre école de déposer dans la mesure 50-530 pour que votre cours d'école devienne votre aire de jeu le soir, les fins de semaine et durant la période estivale. Parce que votre cours d'école, bien que vous n'êtes pas gestionnaire, c'est une infrastructure qui fait partie de votre offre de service. Fait que les autres peuvent déposer. La mesure 50-530, c'est la sacoche des cours d'école qui est toujours là au mois de décembre. Sinon, le programme de soutien à la coopération municipale, si vous voulez mettre en place un permanent loisir qui est partagé par 2 municipalités. Si votre municipalité est trop petite pour avoir un service des loisirs, j'entendais ça tantôt, j'en ai pas. Vous pouvez avoir 250 000 sur 5 ans pour partager une ressource à 2 ou 3 ou plusieurs municipalités ou pour partager une infrastructure. Ça, c'est possible aussi. Puis ça, c'est le dépôt, il est en tout temps. OK, sachez-le. Puis sinon, il y a le programme d'infrastructure Amis des aînés. Si vous avez une politique Amis des aînés qui est mise à jour, vous avez des infrastructures qui peuvent aller jusqu'à 100 000, même c'est rendu, je pense, jusqu'à même 150 000 $ que j'ai vu par projet dédiés aux aînés. Si on parle encore là. C'est même peu comme Nouveau Horizon, mais des plus grandes envergures, là. C'est là qu'on peut faire des super beaux terrains de pétanque, un parc dédié aux aînés à 100%, jeux de fer, zone de jardinage, station d'équipement d'exercice, sentiers pédestres adaptés aux aînés, etc. Et le dernier, ben, c'est le programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. Si vous avez une maison de jeunes ou une maison de la famille, ils peuvent déposer là-dedans pour bâtir comme tel ou agrandir leur bâtisse. Puis ça peut être intéressant parce que j'ai déjà vu des municipalités dire j'ai pas de centre communautaire. C'est la maison des jeunes qui est déposée là-dedans pour agrandir la maison des jeunes qui est devenue une maison des jeunes et centre communautaire. Et la municipalité loue des heures à la maison des jeunes pour utiliser leur plateau. Fait que tout est quand je vous dis on peut utiliser d'autres partenaires pour répondre à nos propres besoins, c'est des choses possibles. Vous allez avoir accès à ce guide-là. OK? Les dates de tombée sont assez popées, mais faites des mises à jour parce que des fois, c'est tricky. Il y a des choses qui vont être annoncées au mois d'octobre qui peuvent tomber le mois de janvier parce que il y a eu du retard, il y a un fonctionnaire qui est malade ou il y a une ministre qui a décidé d'être imbue d'elle-même puis a décidé de mettre une nouvelle date parce qu'elle y tentait. Ça arrive, ça, elle a le droit, c'est elle la bosse. Mais bref, ayez la vigilance d'aller voir comme telle la mise à jour des dates de tombée. Avant que je vous laisse, le budget provincial. Bon. Il existe des associations super intéressantes. L'Association québécoise du loisir municipal, c'est un chien de garde du loisir municipal, puis elle émet souvent des communiqués de presse pour synthétiser les annonces ministérielles. Donc, je vous partage qu'est-ce que le dernier communiqué de presse qu'il y a eu par rapport au budget provincial. Vous allez avoir accès de toute façon, mais ça, vous pouvez le partager à votre service de loisirs. N'hésitez pas. OK? Donc, il y a eu un budget provincial et souvent, bien, la QLM va aller chercher la portion loisirs publics. Donc, ce qui est important, c'est que, premièrement, il y a eu des injections de fonds de 410 millions en matière d'infrastructures sportives récréatives. Ça veut dire que pour bonifier les infrastructures présentes, pour la mise à niveau ou la construction neuve, on a 410 millions. Mais là, attention. Pour ce 410 millions-là, il y a 300 millions d'argent pour de nouveaux projets, puis un 110 millions qui va servir à augmenter les enveloppes des projets déjà acceptés parce qu'il y a eu trop d'inflation. Fait que ça, il faut faire déjà une distinction entre les deux. Ça va être probablement le fonds du développement du sport de l'activité physique ou en fonction de 300 millions qui va revenir plus tard. OK? Il va arriver quand? Moi, la date que j'ai eue à l'oreille selon mes antennes biologiques d'agents de développement, ça va arriver probablement à l'automne. Donc, vous avez jusqu'à l'automne pour vous préparer. Puis si je mens, ça veut dire qu'il va arriver au mois de juin, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Sans joke.
Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on passe au Conseil du Trésor pour aller chercher les crédits pour que le fonctionnaire puisse ouvrir comme tel après ça le dossier puis lancer le fonds en question. Écoute, à moins que finalement son Speedy Gonzalez puis qu'ils ont pris des speeds, là, ça m'étonnerait vraiment qu'on se rende au mois de juin. Ça risque d'être à l'automne. OK? Pour permettre aussi à l'appareil administratif municipal de s'y préparer. Également, vous allez voir aussi qu'il y a un fonds spécial qui est sorti pour que les municipalités et le milieu scolaire puissent s'entendre pour utiliser et partager leurs infrastructures. Par exemple, que la municipalité puisse utiliser l'école primaire comme camp de jour pendant l'été, puis que l'école puisse avoir des heures de glace de l'aréna à des prix raisonnables. Fait qu'il va y avoir des subventions pour que vous puissiez vous entendre pour l'utilisation puis le partage des infrastructures. OK? Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il va y avoir un 2,7 millions pour agrandir le sentier national québécois qui part de l'Abitibi qui s'en va jusqu'en Gaspésie. OK? Il y a des portions du sentier national qui ne sont pas terminées dans quelques régions. Ça, demandez à votre unité régionale si votre municipalité fait partie de ce réseau-là et si votre book n'est pas complété, il y a de l'argent disponible pour votre municipalité pour compléter le sentier national. OK? Très important. Donc, côté infrastructure, je parlais du 300 millions, il est là, l'ajout du 300 millions. Fait que comment qu'on peut se préparer à déposer un projet pour l'appel de projet qui va être en octobre? Là, tu vas me dire, Normand, as-tu quelque chose pour nous, un Ricardo, un mode d'emploi que je pourrais te donner à mon service de loisirs? J'ai quelque chose. Regardez bien ça. Je vais préparer juste ça pour vous autres parce que je vous aime trop. OK? Je l'ai envoyé, moi, en Outaouais comme tel. J'ai préparé ça. C'est un petit plan d'action user-friendly qui est facilement louable, mais que vous autres, en tant que conseiller municipal, vous allez pouvoir préparer aussi vos devoirs. La première chose, la première étape, ça, c'est le conseil municipal qui doit faire ça. En fait, c'est le conseiller responsable des loisirs avec son service de loisirs. C'est sélectionner un projet qui sera déposé dans le Fonds du développement du sport et de l'activité physique. OK? Du 30 mars que nous sommes, vous avez un mois pour faire ça. Vous avez un mois pour faire quoi? Choisir le projet qui sera le plus facile à réaliser. Choisir un projet qui aura le plus gros impact dans la bonification et la diversification de votre offre dans le service de loisirs publics. Puis choisir un projet validé, appuyé par les citoyens et les organisations de votre communauté. Ça veut dire que si vous avez fait une politique familiale, un plan directeur des infrastructures, une consultation publique, d'autres politiques territoriales, c'est le temps de fouiller là-dedans s'il n'y a pas un projet qui a été mentionné dans votre plan d'action que vous pouvez déposer. Fait que ça fait un mois pour prioriser un projet. Ensuite, du 30 avril au 30 mai, produire une faisabilité technique et financière pour la réalisation du projet. Trouver le meilleur emplacement pour ce projet-là. Produire un plan d'aménagement des plans de vie. Demander des soumissions pour la réalisation des travaux et l'achat des équipements, puis obtenir les permis nécessaires à la réalisation du projet. Si vous avez un service de loisirs, c'est eux autres qui vont faire ça. Si vous êtes une municipalité qui n'a pas de service de loisirs, votre unité régionale peut vous aider à réaliser ça. Elle ne le fera pas à votre place. Elle va accompagner le conseiller responsable du loisir ou la direction générale de la municipalité à faire ces devoirs-là. Du 30 mai au 24 juin, vous avez un mois pour rédiger une fiche de projet. Vous avez ici un gabarit. Vous allez pouvoir cliquer dessus, vous allez tomber sur un document Word que vous allez pouvoir compléter. OK? Pour le 24 juin aussi, valider le projet auprès de la direction générale et du conseil municipal. C'est-tu vraiment le bon projet comme tel en ayant complété la fiche de projet? Le 30 août, bien, vous avez du 24 juin au 30 août, vous avez sûrement un conseil municipal pour déposer la fiche de projet puis d'avoir une résolution municipale pour déposer dans le Fonds du développement du sport et de l'activité physique. Vous avez 15 jours pour obtenir les lettres d'appui, OK, des partenaires, des écoles, clubs sportifs, maisons des jeunes, maisons de la famille, peu importe. 2 semaines, là, c'est facile. Vous donnez comme tel un gabarit de lettres d'appui. Ils ont juste à changer quelques mots, mettre leur logo, signer. 2 semaines, vous n'avez en masse. Pour vrai, là. Fait que ça, du 30 août au 15 septembre. Vous complétez le formulaire le 15 septembre, puis vous l'envoyez à temps fin septembre. Puis vous allez voir que le 1er octobre, soudainement, ils vont ouvrir le fonds, puis vous allez tout avoir fait les devoirs nécessaires pour déposer à la première journée que le fonds va ouvrir, pour le 30 septembre 2023. Normalement, si vous suivez ce Ricardo-là, votre service de loisirs, vous, en tant qu'élu, vous allez arriver à bon port, puis personne ne va être essoufflé, puis tout le monde va avoir les informations nécessaires pour compléter la demande de financement. Un gros merci de votre Déjà là, en tant qu'élu, que vous soyez là, ça me touche.
énormément. Puis je sais que vous faites un travail super dur. Puis des fois, quand vous êtes critiqué, moi, je vais vous dire, je sais que déjà là que vous êtes présenté en politique municipale, vous avez toute mon estime, puis vous êtes des battants, puis des guerriers, puis des guerrières, puis je vous lève ma tuque, puis j'ai une tuque, là. Là, je me suis mis comme proprette, là, pour avoir l'air cohérent, là, mais je vous lève mon chapeau. Élu, élu, puis bravo. Merci pour votre implication. Un gros, gros big up. Merci du fond du cœur.